Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast du Café Socialiste. Donc on espère que vous allez bien et aujourd'hui on va débattre donc avec Chanez, Hugo et Brian en Zoom donc pour les conditions spéciales sur l'égalité des chances. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, on va débattre de l'égalité des chances. Pour donner une définition basique pour commencer ce débat, on pourrait dire que l'égalité des chances, c'est en fait un moyen selon lequel chaque élève, chaque personne a une chance de réussir, quelle que soit la base, quel que soit son niveau social, par l'école. Et donc l'école est un vecteur émancipateur de ce milieu social. Donc tout le monde aurait sa chance pour réussir. Donc déjà, on va peut-être commencer par questionner ce concept qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Chanez, est-ce que tu veux nous dire un mot sur ce questionnement de concept? Oui. Moi, je partage pas forcément cette conception. Qui, à l'origine, en fait, l'égalité des chances, on l'avait évoqué nous pendant une conférence l'année dernière où on avait reçu Najat Vallaud-Belkacem. Mm-hmm. Et en fait, ce concept d'égalité des chances, c'est un concept libéral qui sous-entend et qui individualise en quelque sorte la situation, parce qu'il fait peser la responsabilité de la réussite ou de l'échec sur l'individu, sur la seule responsabilité de l'individu, sur son mérite, sur les efforts qu'il a donnés ou non pour réussir ou pour s'épanouir dans la vie. D'accord, donc tu voudrais dire que en fait ce concept est à remettre en cause parce que tu penses que l'individu n'est pas donc capable uniquement de lui-même quand il arrive à l'école de réussir et qu'il y a quand même d'autres déterminants et d'autres déterminismes qui jouent, c'est ça? C'est ça, en fait, on nie totalement les déterminismes qui agissent sur l'individu et qui l'empêchent de s'épanouir plus tard. Et pourquoi aussi ce concept, selon moi, est faux? C'est parce qu'en fait, l'État ne doit pas permettre à l'école de lutter contre les déterminismes. Il doit lutter contre les déterminismes déjà à l'origine, lutter contre les inégalités, mener une politique de justice sociale pour ne pas que l'école prenne tout ce poids et se charge de gommer toutes ces inégalités. En fait, on doit les réduire déjà à la base. Ok. Ouais, mais complètement, je rejoins complètement ce qui a été dit par Chanez. Maintenant, je pense que déjà ce concept, justement, on doit effectivement pouvoir avoir une égalité des chances dans laquelle chacun a ses chances et part sur la même ligne de départ. Et justement, personne ne part sur la même ligne de départ parce qu'il y a des déterminismes sociaux, parce qu'il y a des inégalités. Et je pense simplement que l'égalité des chances en elle-même, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. On ne peut pas mettre tout le monde sur la même ligne de départ avec de telles inégalités. Peut-être avec des inégalités beaucoup plus réduites, ce serait possible. Mais encore là, on doit le questionner parce que à partir du moment où il y a des inégalités à un moment, il est compliqué lorsqu'on est issu d'un milieu social ou d'un autre, il est compliqué d'arriver à la même chose. Voilà, ça le montre. Il y a des statistiques qui depuis des années documentent ça. On n'a vraiment pas les mêmes chances selon son milieu social. Et pour peut-être réussir à atteindre ce qui pourrait s'apparenter à l'égalité des chances, il faudrait vraiment, comme tu le dis, Chanez, une politique qui s'attaque concrètement à tous les déterminismes sociaux, notamment les inégalités. Maintenant, je pense que il faut aussi essayer de faire que l'école fasse le plus possible. Ça me paraît être fondamental. L'école a quand même un rôle. Et lorsqu'on voit dans les enquêtes PISA que la France est le pays dans lequel les déterminismes sociaux pèsent le plus dans l'orientation et la trajectoire future des élèves, je pense qu'on a quand même des progrès à faire. Sans parler du reste, mais au moins en se concentrant sur l'école, je pense qu'il y a de véritables choses à faire dans l'école pour que lorsqu'on vient du centre de Paris, d'une zone rurale, d'une banlieue, peu importe l'endroit dont on vient en France, on doit avoir les mêmes chances. Et ça, Oui, bien sûr. Ce bon, que je alors, disais, c'est pas que l'école ne pouvait pas, elle ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup, évidemment. Et là, je te laisse continuer, mais oui, je te rejoins complètement là-dessus. Hugo, tu as parlé mais justement des déterminismes sociaux qui pèsent donc sur l'école. Comment est-ce que ça peut se traduire concrètement? Brian, si tu veux nous dire ou pas, ou je ne sais pas si tu voulais partir sur autre chose. Moi, juste pour faire, je veux faire un constat de la situation depuis quelques décennies. Quand même, les inégalités s'accroissent en France d'une manière assez extraordinaire. Enfin, on peut suivre la politique, un peu
depuis les années 80. La stratégie de l'État, ça a toujours été la même. C'était en France, enfin, on va à l'école jusqu'à 16 ans, mais ensuite les inégalités, enfin ce qu'on a remarqué dans les différentes études, c'est que les inégalités entre les différentes classes sociales augmentent. Et pour cela, l'égalité des chances est pour le moment le seul outil qu'on a, parce que le système est en soi très très imparfait. Oui, pour l'instant, on sauve les meubles. Pardon pour l'expression, mais c'est ça, c'est sauver les élèves qui peuvent l'être pour l'instant et laisser sur le carreau des milliers, des millions d'élèves. Oui, mais bon, après, il y a quand même de certains résultats assez impressionnants dans cette mesure. Et en premier lieu, c'est la fracture territoriale. Si on prend les différentes mesures d'égalité des chances, c'est quand même un assez grand succès, mais pour le moment, cela se réduit à des écoles d'une sphère d'élite, et c'est le mot qu'il faut employer. Donc, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là donc parler, à l'intérieur de notre débat, un débat sur justement les lycées d'excellence vis-à-vis des autres lycées? Est-ce qu'il faudrait les garder? Est-ce qu'il faut les supprimer? Chanez, tout à l'heure, tu nous parlais des internats d'excellence. Est-ce que tu pourrais revenir sur ça, nous faire un petit point sur ça? Pour moi, c'est l'illustration même en fait de l'égalité des chances, de la conception libérale de l'égalité des chances. C'est même peut-être un pléonasme. C'est une mesure qui avait été prise sous la droite en fait, et qui visait à isoler les élèves issus de l'éducation prioritaire, ou en tout cas de lycées un peu plus avec le plus de difficultés sociales, mais qui avaient de bons résultats. Et en fait, c'est toute cette rhétorique-là qui consiste à dire on n'a pas les moyens, ou on veut pas mettre les moyens de transformer profondément la société, de réduire les inégalités. Donc, on va donner l'illusion de permettre à certains de s'épanouir pleinement ensuite, leur offrir de bonnes conditions d'études, leur permettre ensuite de trouver leur voie. Et on laisse sur le carreau des milliers d'autres élèves, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à ces internats d'excellence. Et en fait, pour moi, la norme, ça doit pas être ça. Ça doit pas être faire des établissements à 2 niveaux, mais réformer l'école publique et lui permettre de donner ses chances, comme on dit, à tous les élèves, en fait. Oui, il y a un certain, désolé, il y a un certain paradoxe dans cette mesure, c'est qu'en fait, en promouvant l'égalité des chances, à la fois on promouvoit un capital social, enfin, et des codes sociaux. Par exemple, si vous allez dans une certaine école, quelqu'un d'un milieu ouvrier devra s'acclimater à une certaine éthique, et il y a beaucoup d'articles qui parlent de cette rupture en fait entre le milieu social d'origine et le milieu social d'élite, et l'individu se trouve entre les deux, ce qui est très compliqué aussi. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure? Bien sûr, c'était notamment pour rebondir sur ce que dit Chanez. Je pense aussi que le principal problème des lycées d'excellence, c'est que c'est trop tard en fait pour régler le problème. Lorsqu'on voit des élèves qui à l'entrée en sixième ont des difficultés de lecture, c'est déjà trop tard. Et c'est-à-dire que les inégalités, il faut qu'on arrive à les traiter bien plus tôt. Donc aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été mises en place, notamment au début du quinquennat Macron, avec le dédoublement des classes en zone prioritaire. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? On attendra les premiers résultats. Il faut pas, on peut pas critiquer une réforme trop vite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de réels efforts à faire. Et notamment, on peut parler du collège, parce que c'est certainement aussi là que les plus grandes inégalités se forment, que ce soit par rapport à une zone rurale où pour aller au collège, il est nécessaire de faire 1 heure de bus. Donc, c'est-à-dire pour des enfants qui ont 11, 12, 13 ans, l'obligation de se lever très tôt, donc aussi de se coucher plus tôt. C'est toute une vie en fait qui est réglée par rapport à la distance énorme qu'il y a avec les collèges, et plutôt dans les banlieues. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, comme Chanez le soulignait, le problème n'est pas abordé de manière globale. On ne va pas essayer de rendre le cadre de scolarité plus agréable, ou d'essayer de régler les problèmes. On va essayer d'extirper les meilleurs éléments de
d'extirper les meilleurs éléments d'un contexte qui serait néfaste pour eux. Et le pire, c'est non seulement qu'on s'attaque pas à la globalité des problèmes, à certains qui sont laissés sur le carreau, mais surtout qu'on envoie un message extrêmement négatif, c'est-à-dire qu'on dit bon, il faut absolument sortir les meilleurs éléments de ce contexte-là, parce que concrètement, on n'a pas de solution. Donc notre seule solution, ça va être d'essayer comme tu dis, Chanez, en fait finalement très bien, de sauver les meubles et d'essayer de faire ce qu'on peut. Alors que là, concrètement, le problème, il doit se régler à la fois au primaire en ayant un effort particulier et en essayant d'assurer par des dispositifs de combler aussi le manque qu'il peut y avoir à la maison. Et par exemple, on dit souvent que la différence entre classes sociales, c'est l'aide que sont capables d'apporter les parents. Bah, c'est sûr, lorsque quelqu'un grandit avec des parents qui ne sont pas français ou alors qui n'ont pas grandi en France, ce sera plus difficile pour eux d'aider leur fils avec ses devoirs, évidemment. Mais pour ça, il faut que l'école aussi elle apporte des solutions. Et je pense que si on avait envie d'y mettre les moyens, concrètement aujourd'hui, eh bien, on pourrait apporter une solution en essayant d'aider les écoliers ou les collégiens ensuite, dès le plus jeune âge, et d'essayer de compenser. C'est aussi ça le but de l'école, c'est de compenser et d'apporter des solutions. Mais à travers ça, il y a aussi un problème, c'est le rôle des professeurs. Les professeurs, en grande partie, les meilleurs se concentrent dans les zones où il y a les classes les plus aisées, et les plus, en quelque sorte, pas incompétents, mais bon, qui ont une méthode pédagogique assez faible, se retrouvent dans les banlieues ou dans les milieux ruraux. Ça, c'est un réel problème aussi. Je pense pas qu'on puisse parler non plus de hiérarchisation entre les professeurs, mais c'est seulement qu'on comprend tout à fait que lorsqu'on met quelqu'un qui sort seulement de ses études, qui a peu d'expérience, dans une zone compliquée où il y a des vrais problèmes, où il y a des problèmes à des difficultés supplémentaires à affronter, on met des gens qui n'ont pas l'expérience nécessaire, qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas eu encore le temps de se faire la main. Et ça, je pense que concrètement, c'est un vrai vice du système scolaire français, l'attribution des postes de professeurs. C'est-à-dire qu'on va mettre les gens les plus inexpérimentés, ceux qui auraient besoin d'être justement devant des classes faciles, qui sont faciles à gérer, on les met devant les publics, on les met devant les publics les plus difficiles. Donc là, on a un vrai paradoxe. Alors que si on mettait un enseignant qui avait 30 ans de carrière dans un établissement un peu compliqué, eh bien là, ce serait différent et aussi parce que il pourrait mieux s'affirmer, parce que aussi plus âgé, donc peut-être que les élèves auraient plus tendance à le respecter. C'est aussi un vrai souci. Donc voilà, je pense que aussi il faut repenser de manière globale comment un professeur va aller dans un établissement ou dans un autre. Bien sûr, et du coup, est-ce qu'à votre avis, il faut forcer des professeurs, des professeurs, donc des anciens professeurs, à aller dans des zones difficiles pour justement apporter leur expérience, ou est-ce qu'il faut les laisser faire leur carrière comme ils voudraient, ou justement les forcer, mais à ce moment-là, rentre dans le débat tout un débat d'école privée et vs de l'école publique, où des professeurs donc peuvent beaucoup plus dans le privé choisir là où ils vont que dans le public. À votre avis, est-ce qu'il faudrait forcer les professeurs ou pas? Non, par rapport à ça, c'est totalement inconcevable. Et le réel problème, en fait, il est d'ordre, c'est que certains professeurs, comme a dit Jeannette, vont privilégier certains élèves et vont se concentrer sur ceux-là et vont laisser les autres de côté. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les principales, il n'y a pas de modèle absolu pour forcer certains professeurs à se retrouver en pleine campagne. C'est ça le problème aussi. Alors c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. En fait, je disais pas que c'était les professeurs qui mettaient de côté les meilleurs élèves pour ne s'occuper que d'eux. Voilà, si ça venait des professeurs, le problème. Et puis non, de toute façon, c'est pas ça en fait le sujet. Je parlais plutôt au niveau de l'État en fait, qui voulait créer les établissements de niveau, mettre les meilleurs élèves entre eux. Et les meilleurs élèves, avec en tout cas les meilleurs résultats scolaires, et les autres toujours dans les mêmes établissements et confrontés aux mêmes difficultés en fait. C'était oui, moins par exemple au niveau des professeurs que dans les collèges, en fait. Les fameuses classes de langue allemande où tous les meilleurs élèves se retrouvent entre eux en général. Ouais,
ben on est confronté à ce problème en fait aussi avec, on en parle un peu peut-être à Sciences Po, puisque vous le savez depuis 2001, Sciences Po a mis en place les fameuses conventions éducation prioritaire et ils sont en train de revoir totalement leur fonctionnement, enfin, en tout cas dans le cadre de la réforme des admissions, parce que ce qui a été constaté, c'est que ces conventions, elles permettaient à des élèves qui jamais n'auraient envisagé Sciences Po de tenter le concours, mais du coup, elle a créé aussi en fait de la mixité sociale, parce que certains élèves qui étaient issus de milieux plus favorisés se disaient je vais aller tenter cette procédure dans un autre lycée, dans un lycée qui était conventionné, même si la procédure n'est pas plus facile, mais bon, c'est ce qu'ils se disaient. Et donc ça a pu apporter de la mixité sociale. Mais du coup, le problème, c'est aussi que les élèves qui à la base étaient visés et qui auraient pu tenter le concours n'étaient pas forcément les premiers informés. Et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le tenter ou même ne l'envisageaient pas du tout. Donc c'est pour ça que Sciences Po a voulu régler ce problème-là et voir comment on peut à la fois garder cette mixité sociale et en même temps repenser le système et permettre à des élèves qui sont issus de milieux plus favorisés ou populaires de se sentir tout aussi légitimes à le tenter. Mais... Et donc c'est la même problématique avec les options au sein des établissements. Mais oui, tu voulais ajouter quelque chose? Que concrètement, actuellement, on voit quand même qu'il y a une vraie fracture sociale entre tous les élèves de Sciences Po et que les élèves issus de la procédure CEP, moi j'en ai pas vu beaucoup. On doit être une petite centaine. Moi, je dis pardon, mais enfin, je pense je sais plus, il y en a certains d'entre vous qui sont aussi issus de la CEP, mais on est à peu près une centaine dans notre promo. Mais ça augmente, c'est environ 120. Tellement... Oui, voilà, ça doit augmenter, je pense, en fonction des années. Mais le souci, c'est aussi la question de la légitimité. C'est pas au niveau des résultats scolaires. Par exemple, un étudiant qui vient de CEP a de très bons, d'aussi bons résultats scolaires qu'un autre étudiant. C'est pas ça le souci. C'est sur la question de la légitimité, de la façon de se construire un réseau aussi. C'est l'une des principales fractures entre les étudiants qui peuvent venir de CEP et d'autres. C'est pour ça que Sciences Po met en place des dispositifs comme le mentorat et des choses comme ça. Ouais, après, vas-y, Hugo. Juste. Je voulais juste revenir sur le tutorat parce que j'ai été tuteur pendant un semestre pour le pôle d'égalité des chances et il y a un grand problème là-dedans parce que des élèves qui arrivent de banlieue ou de milieux ruraux arrivent à Sciences Po sans les codes. Donc Sciences Po, ce qu'ils ont fait principalement, c'est le programme Booster avant l'entrée pour rattraper un peu ce retard au niveau de la méthode pour apprendre. Mais bon, ce n'est qu'une semaine. Et pour le tutorat, c'est 2 heures par semaine. Et comment voulez-vous qu'en 2 heures, c'est très peu en fait. Et il y a aussi un autre problème dans ce tutorat. C'est le fait en fait que c'est des étudiants de CEP, des anciens étudiants de CEP qui le font. Dans un certain sens, c'est bien, mais ce serait davantage une situation avec des professionnels serait meilleure. En fait, justement, c'était pas trop du tutorat que je parlais, c'était plutôt je sais pas si ça existait déjà quand tu étais en première année ou en deuxième année. Pour les entreprises, oui. Oui, c'est la question du mentorat en fait, c'est de mettre en lien des étudiants qui viennent de CEP avec des chefs d'entreprise ou des professionnels en fait. Donc ça peut aider de ce point de vue-là pour le réseau, mais c'est sûr que la fracture entre les deux profils d'étudiants ne se règle pas seulement de cette manière. Il y a les séminaires. Oui, il y a les séminaires. Enfin, le pôle d'égalité des chances a mis en place tout un arsenal, toute une panel de mesures qui est assez ambitieuse en soi. Mais bon, oui, ça ne réduit pas l'effet réseau. Et ça, on le remarque, par exemple, avec, certains trouvent des stages plus facilement que d'autres aussi. Oui. Bien sûr. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais notamment ce que je trouve intéressant avec les conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po et d'ailleurs d'autres dispositifs égalité des chances
d'autres écoles qui peuvent se concentrer uniquement sur certains établissements, c'est que ça montre deux choses. Ça montre déjà que il y a un vrai effet d'opportunité et que quand on met une option ou quelque chose d'attractif dans un lycée, même en difficulté, on peut attirer des élèves de milieux plus favorisés. Donc ça déjà, je pense que c'est une leçon importante. Alors peut-être effectivement là c'est particulièrement important, c'est-à-dire que ça donne accès à une école qui est connue et reconnue, cette option, mais c'est-à-dire que si on met des options qui sont attractives dans des lycées, c'est aussi une manière finalement de rendre, de rééquilibrer la carte scolaire et de restaurer une mixité scolaire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans des zones urbaines, avec les nouvelles options du bac, il sera aussi intéressant peut-être de distribuer un petit peu les options de manière à ce qu'elles soient équitablement réparties, qu'on ait une mixité importante dans les zones. Mais le problème de ça, c'est que dans les zones rurales, c'est quelque chose qui ne sera pas possible parce que les établissements sont distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Mmh. Et on a une offre d'internat en France qui est très déficitaire. Et donc on ne pourra pas, ce qu'on pourra assurer dans des zones urbaines et qui pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant, ça ne pourra pas être mis en place dans des zones rurales. Et la deuxième chose, c'est que finalement, ce qui est intéressant avec les conventions d'éducation prioritaire, c'est qu'on voit que c'est toujours les personnes les plus favorisées qui sont les mieux informées. Et c'est pour ça que je pense que l'un des axes prioritaires de travail, sans parler d'une ambition globale où on doit réformer l'école, réformer le collège et réformer le lycée, c'est déjà donner les moyens aux élèves de s'informer, et notamment les conseils d'orientation, qui sont maintenant les psychologues de l'éducation nationale. Il faut vraiment renforcer les effectifs. Notamment, ce que je sais, c'est que en moyenne, un psychologue de l'éducation nationale, sur tout le territoire français, s'occupe de 1200 élèves. Suit 1200 élèves, il est réparti sur plusieurs établissements, alors que dans d'autres, en Europe, la moyenne elle est de 800, et dans certains pays scandinaves, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, ils suivent jusqu'à 400 élèves. C'est-à-dire que on a concrètement 3 fois moins d'élèves par psychologue, et évidemment ça produit des résultats parce que du coup les élèves peuvent vraiment s'informer, et c'est aussi une question de compétence de ces psychologues de l'éducation nationale parce que ils vont à la fois régler les problèmes sociaux dans les familles, les problèmes de résultats, et traiter l'orientation. Il faut aussi qu'on arrive à recentrer tout ça et à donner vraiment les moyens à ces personnes d'agir au sein des établissements. Oui, et je voulais juste revenir aussi sur la question des options, et plus généralement de ce que tu as dit, Hugo. L'effet aussi qui peut paraître négatif avec le fait de mettre des options comme ça dans des lycées dans des lycées d'éducation prioritaire ou des collèges, c'est qu'en fait, ce sont toujours les mêmes qui choisissent ces options. Donc, ils vont contourner peut-être la carte scolaire positivement, ça c'est un bon effet, et qui ensuite vont se retrouver entre eux quand il s'agira de choisir des options. Et ça avait été notamment cette réflexion avait été l'objet de la réforme du collège, par exemple, sous l'ancien quinquennat. Donc voilà, certains en ont dit beaucoup de mal, mais je pense que ce sujet, il fallait vraiment l'interroger. Et bien sûr, je voulais revenir aussi sur la question de l'accès à l'information. Évidemment qu'il faudrait déjà, comme tu disais, qu'un conseiller d'orientation, enfin plutôt qu'un psychologue ou une psychologue de l'éducation nationale s'occupe de moins d'élèves, ça permettrait de mieux répartir entre eux déjà ces parcours et de mieux les accompagner. Mais le problème qu'il faudrait régler aussi dans l'idéal sur le long terme, ce serait de rompre ces inégalités d'accès à l'information. C'est pas normal de voir que certains élèves, par exemple, connaissent toutes les offres de grandes écoles dès leur enfance parce que leurs parents leur en ont parlé, et que d'autres ne le visent qu'au lycée parce qu'une association est venue un peu par miracle leur proposer d'essayer. C'est aussi de là qu'il faut partir, c'est rompre, résorber ces inégalités tout de suite et à la racine. Tout à fait. Brian, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? Non, juste par rapport aux options. Enfin, ça me semble assez compliqué de mettre en place un système très égalitaire pour ça. Même aux États-Unis où pour prendre l'exemple du supérieur où les élèves peuvent se diriger dans n'importe quelle autre filière, sur un campus. On dénote qu'il y a les milieux les classes ouvrières choisissent par exemple des options plus artistiques ou moins rémunératrices à la fin.
Donc par rapport à ça, je pense pas que ça. Enfin, on peut inciter avec un accompagnement, mais pour prendre l'exemple du latin au lycée en France, vous n'allez pas pousser les gens à prendre le latin. C'est ça la chose. D'accord. Et Donc justement, encore. il faut le démocratiser et rompre cette sacralité en fait qui fait que ce sont toujours les mêmes. On peut pas nous faire croire que si parce qu'en latin il y a toujours les mêmes élèves, c'est parce que ce sont ceux qui viennent de milieux plus favorisés qui en sont passionnés. C'est juste parce que les autres n'ont pas la chance de pouvoir s'imaginer un jour dans ces classes et imaginer aussi quels seraient les bienfaits de cet enseignement sur leurs autres disciplines, par exemple. Oui, mais bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs alors je ne me rappelle plus exactement comment ça avait été renommé dans le cadre de la réforme qui avait été faite sous le précédent quinquennat, mais ce qu'elle apportait d'intéressant, c'était notamment le fait de ces options qui concentrent, comme on le dit, toujours des élèves de niveau plutôt relativement supérieur. Ce qui était intéressant, c'est justement de vouloir mettre le latin, de vouloir mettre les langues et cultures de l'Antiquité dans l'enseignement de français. Et c'est là que c'était intéressant. Et c'est pour ça que... Ça s'appelle un enseignement pratique interdisciplinaire, du coup. D'accord. Bon, mais en tout cas, voilà. Mais c'était ça qui était intéressant avec l'ancienne réforme, c'est qu'on voulait aussi, comment dire, on a tout dit sur cette réforme que elle détruisait le latin, mais justement, ce qui était intéressant, c'est que c'est une matière où on le voit d'année en année. Même moi, lorsque j'étais au collège, j'ai vu d'année en année le nombre de personnes qui étaient en latin qui diminuait. Mais c'est ça qui aussi serait intéressant, c'est d'en élargir l'accès. Et c'était toutes les vertus de la réforme. C'est ça, le but c'était de le démocratiser, mais bon, certains disaient que c'était de l'égalitarisme, de vouloir abaisser le niveau du collège en mélangeant comme ça un peu les niveaux et les milieux sociaux. Et ce sont les mêmes d'ailleurs qui aujourd'hui disent que l'école est le reflet d'inégalités sociales en temps de confinement et qu'il faut absolument en finir et permettre aux élèves de retourner à l'école. Voilà. Bon. C'est aussi toujours cette hypocrisie-là qu'il faut pointer du doigt. Exactement, et une hypocrisie à l'échelle globale de justement ne pas seulement rester sur ce concept-là, mais qu'on a bien interrogé. Donc je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat pour ce second café socialiste. Et puis on se retrouve très vite. J'espère que l'enregistrement a donc bien marché et que tout ira bien. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup.